Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Débrief de la première demi-finale de cette Coupe du Monde entre l'Espagne et la Suède. Et on va revenir sur cette victoire de l'Espagne qui est la première qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde. On parlera également, bien entendu, du perdant de la Suède dans cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté des joueuses, du côté des équipes. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Le Tour du Limousin notamment, EPS 2.0 également sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok avec le débrief juste après la fin du match. Match assez intéressant en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait pas mal de déchets techniques. C'était pas forcément exceptionnel, mais alors en deuxième mi-temps, le match s'est vraiment lancé. Et c'est là où ça a été très intéressant, surtout à partir de la 65e minute, où on a eu deux équipes vraiment d'un même niveau. Je dirais, c'est vrai qu'on a vu une première mi-temps vraiment de domination de l'Espagne jusqu'à la 35e minute. Ensuite, la Suède. Ça a été bien dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Et ensuite, l'Espagne a réussi à retrouver des solutions, notamment avec la rentrée de Paraluelo qui a fait encore beaucoup de bien. Que dire que cette rencontre, pour moi, je pense que le vainqueur de cette Coupe du Monde se trouvait dans cette première demi-finale. Je le pense toujours ce soir. Donc pour moi, l'Espagne va gagner la Coupe du Monde. Je pense que ni l'Angleterre ni l'Australie n'ont les capacités de gêner cette équipe d'Espagne qui a quand même largement augmenté son niveau si on compare aux phases de poule. J'avais trouvé le premier match très intéressant, la première mi-temps du premier match très intéressante. Par contre, le deuxième match, déjà, j'avais trouvé moins bien. Bien entendu, le dernier match de phase de poule, elles s'en prennent 4. C'était compliqué. Ça n'a pas dû arriver souvent qu'une équipe qui s'est pris 4 buts en phase de poule arrive en finale de cette même compétition. On est sur une Coupe du Monde qui est assez folle quand même quand on regarde les scénarios avec une équipe d'Allemagne, une équipe des États-Unis. Éliminé très tôt une équipe de Colombie qui a réussi à aller très loin dans la compétition. Une équipe d'Angleterre qui propose pas un grand football. Quand on regarde, en fait, il n'y a pas une équipe qui a véritablement dominé la compétition. Il n'y a pas une équipe où tu dis à la fin de la phase de poule, ça va quasiment être impossible d'aller les chercher. C'est assez différent de ce qu'on a vu avec les garçons. C'est vrai qu'avec les garçons lors de la dernière Coupe du Monde, on avait vu la France vraiment bien. L'Argentine, on sentait qu'il y avait les qualités. Il y avait le Brésil qui a été éliminé assez tôt quand même. Le Maroc, on savait que ça allait être une équipe très dure à jouer. Mais déjà, la Coupe du Monde chez les garçons il y avait eu quand même des incertitudes. La France était montée en puissance au fur et à mesure de la compétition. Mais là, je trouve que c'est encore pire. Et c'est encore pire en termes d'incertitude parce qu'en plus, on a des matchs qui sont très serrés. Il n'y a pas eu vraiment de grande démonstration de puissance là sur les derniers matchs. Quand on regarde tous les quarts de finale, ça se joue à pas grand-chose. Là, cette demi-finale, c'est joué à pas grand-chose. Les huitièmes, il y en a quand même, à part l'équipe de France, je dirais, je ne sais plus quelle autre équipe qui avait gagné aussi facilement. L'Australie aussi qui avait gagné assez facilement son huitième. On n'a que des matchs qui jouent également de manière extrêmement serrée. C'est une Coupe du Monde qui est assez surprenante. Moi, vous saviez que j'avais un peu peur que sur cette phase de poule, on ait des gros écarts entre les équipes. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on joue en hiver que ça a un peu nivelé les niveaux des équipes, mais c'est une Coupe du Monde très intéressante. Qu'est-ce que j'ai aimé du côté de l'Espagne sur cette rencontre ? J'ai aimé, bien entendu, ce jeu de possession typique de l'Espagne, on va pas revenir dessus. C'est vraiment un style de jeu qui est en place depuis des années. C'est le jeu à la barcelonaise. Il n'y a pas vraiment de surprise du côté de cette équipe d'Espagne, même si je trouvais qu'en première mi-temps, on avait les limites du jeu à la barcelonaise, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de passes, mais pas beaucoup de ballons qui arrivaient à destination. Dans la zone de danger. C'est-à-dire qu'elles ont eu énormément de ballons, 63% de possession de balles, 78% de précision de passe, mais elles n'arrivaient pas à être dangereuses dans les 30 derniers mètres. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'elles n'arrivaient pas vraiment à changer de rythme.
La force du jeu à la barcelonaise, ce sont les changements de rythme, c'est-à-dire de jouer un peu comme au handball, c'est-à-dire d'être très calme pendant 1 minute 3, 30, où on s'échange le ballon, et d'un coup il y a une accélération, il y a un ballon un peu plus long, il y a un jeu peut-être un peu plus dans l'axe, et là ça désorganise la défense adverse qui n'arrive pas à se remettre dans le beau mouvement. Donc ça c'était ce qui manquait en première mi-temps. Par contre le jeu de relance, alors une ou deux fois, elle se sont retrouvées en difficulté. Et c'est vrai que c'est l'une des rares équipes qui arrive à ressortir du camp, de son propre camp, ballon au pied, et à être dangereuse tout de suite. Et on l'a vu, c'est ce qui propose le deuxième but. C'est une sortie de camp qui est très rapide. C'est une arrivée dans le camp suédois qui est très rapide. À chaque fois qu'il y a eu des sorties de camp, à chaque fois qu'il y a eu des relances, elles arrivent à être dangereuses assez vite. Mais elles avaient du mal à mettre en place ça. Les duels également, beaucoup de duels remportés et beaucoup de duels remportés avec la technique. Les joueuses espagnoles sont à l'aise avec le ballon, on a parmi les meilleures joueuses du monde dans cet effectif espagnol, on a énormément de qualité dans cet effectif espagnol et ça s'est vraiment senti face à des Suédoises qui ont énormément souffert sur les duels. C'est pour ça qu'elles ont eu très peu de ballons, les Suédoises, parce que les Espagnols arrivaient à conserver le ballon, arrivaient à récupérer le ballon grâce à leur qualité technique. Même s'il y a eu du déchet, notamment en première mi-temps, c'est vrai que la première mi-temps est pas très propre de ce point de vue-là. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, même du côté de la Suède, c'était pas propre non plus pendant 35 minutes. Mais j'ai trouvé que du côté de l'Espagne, ce jeu de passe qui arrive à changer de rythme, les duels, les relances, ça c'était intéressant. Faire attention, en début de deuxième mi-temps, le jeu espagnol était moins en place. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé en début de deuxième mi-temps, peut-être un peu de fatigue, ce qui semblerait étonnant. Mais vraiment sur les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça a été compliqué pour les Espagnols. C'est le moment où les Suédoises ont peut-être été les plus dominatrices dans ce match. Donc là il faudra faire attention et puis attention également sur la défense sur coup de pied arrêté, si elle joue face à l'Angleterre, les Anglaises sont assez douées dans ce domaine là, c'est un point fort des Anglaises, donc il faudra faire attention du côté de l'Espagne. Je voudrais revenir quand même que c'est vrai que sur les 4 équipes qui sont en demi-finale, c'est assez surprenant quand même sur cette Coupe du Monde. Donc l'Espagne s'est quand même pris un 4-0 dans la tête, la Suède donc là est éliminé, mais sur les matchs à élimination directe n'a pas proposé grand chose, il faut bien le dire, que ça soit en quart ou en huitième, que ça soit l'Angleterre qui a fait également un quart et un huitième très décevant, c'est pas fou ce que propose l'Angleterre, et l'Australie qui a eu un match face à l'équipe de France compliqué, où elles ont eu du mal à trouver la solution. Par contre, elles avaient fait un très bon huitième de finale, mais une phase de poule qui avait été plus compliquée. Sauf les matchs face au Canada, mais les 2 premiers matchs avaient été plus compliqués pour les Australiennes. C'est quand même fou, c'est qu'on arrive en finale du tournoi, enfin en demi-finale du tournoi, et qu'on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui sont encore là, mais qui n'ont pas proposé un grand football. Et c'est ça qui est assez drôle par rapport à ce qu'on a vu chez les garçons, où même le Maroc était très doué dans son rôle. C'était un poison, cette équipe, mais proposait vraiment du bon football dans ce registre-là. Bon, la France, l'Espagne et l'Argentine, c'était également le cas. On avait 4 équipes qui étaient bien en place. Là, on a l'impression que c'est loin encore d'être parfait, et pourtant on arrive en finale du tournoi. Donc c'est ça qui est assez drôle. Du côté de la Suède, elles ont énormément souffert de ne pas avoir le ballon. Ah oui, puis du côté de l'Espagne, quand je parlais de danger, il y a quand même une statistique, 13 tirs, seulement 2 cadrés. Elles ont cadré environ 30% de leurs frappes sur toute la compétition. C'est une équipe qui a besoin d'occasions, pour se montrer dangereuse. Alors après, elles arrivent à se procurer pas mal d'occasions. Donc du côté de la Suède, pas de ballon, ce qui les a énormément gênés. Seulement 37% de possession de balle, 61% de précision de passe, pour une équipe qui est habituée plutôt à être aux alentours de 85%. Donc là, il y a eu un vrai problème de ce côté-là. Comme elles n'avaient pas de ballon, elles ont commis des fautes. Parfois des fautes un peu bêtes du côté de la Suède, parce on sentait qu'il y avait pas mal de frustration, même si elles ont commis que des fautes bêtes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas commis des fautes qui auraient valu des cartons jaunes ou des cartons rouges. Elle jouait beaucoup trop bas en première mi-temps et à certains moments. C'est bien de vouloir subir,
mais il faut subir quand même un minimum haut sur le terrain. Si tu subis dans les 30 derniers mètres, c'est très compliqué. Et les Espagnols, à des moments, avaient vraiment le ballon et pouvaient faire tourner le ballon dans les 40 mètres dans le camp suédois. Ça, c'est pas normal. Le pressing, par contre, qui a été très bon. Surtout en deuxième mi-temps, quand elles commencent vraiment à le mettre en place, ce pressing. Donc à partir de la 30e minute de jeu, elles ont récupéré des ballons très 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 dangereux. Les coups de pied arrêtés aussi, alors toutes les phases de coups de pied arrêtés, les phases arrêtées, parce que le but vient d'une touche. Elles ont des grands physiques par rapport aux Espagnols, mais elles ont réussi à se défaire très facilement du marquage espagnol parce que c'est aussi bien en place avec des têtes en remise. Le but est très, très intéressant collectivement, hein, le but de la Suède, il est à voir. Elles savent pas aller vite aussi, ces Suédoises. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est une équipe qui veut jouer en transition. Ça, c'est un choix de la Suède, on l'a vu sur les autres matchs. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas le pratiquer, ce jeu de transition. C'est-à-dire que dès qu'il faut aller vite, il n'y a plus de précision technique, il n'y a plus de justesse technique. Dès qu'il faut, et pourtant sur le jeu de transition, le jeu de contre, il faut aller vite et être juste. Si tu n'es pas juste, tu perds des ballons très vite et ça peut être dangereux, ça peut se retourner contre toi. La France a cette force-là, chez les garçons, d'avoir quand même une maîtrise technique. C'est-à-dire, on sait jouer rapidement. La Suède ne l'a pas. Et là, ça s'est vu face à l'Espagne, qui, elle, a une maîtrise technique très forte. C'est que dès qu'elles essayaient d'accélérer le rythme, les Suédoises, elles se mettaient en difficulté. Et en fait, c'est quand elles ont eu le contrôle du ballon, en début de deuxième mi-temps, c'est là où il y a les plus belles actions quasiment. À ce moment-là, elles ne savent pas aller vite. Elles ont fait beaucoup de mauvais choix offensifs. C'est pour ça qu'il n'y a que 6 tirs de la part des Suédoises aussi. C'est parce que le nombre de fois où vous avez Engeldal, vous avez également, j'ai oublié son nom, Rubenson, Rolfö, qui pousse le ballon, mais qui ne le donne pas, ça c'est un peu dommageable. Surtout que dans ce match-là, Kaneryd était énormément démarquée. Elle aurait dû avoir plus de ballons, mais parce que Rubenson, Engeldal, Rolfö ne lui passaient quasiment jamais le ballon. Ça, c'est terrible de ne pas jouer collectif offensivement. Je pense qu'elles auraient pu se procurer beaucoup plus de ballons dangereux si elles avaient joué plus collectif devant. Et puis un bloc qui était beaucoup trop bas pendant une grande partie de la rencontre. Si vous regardez les 20 premières minutes, je pense qu'il n'y a aucun ballon qui arrive à passer le rond central des ballons de récupération de la Suède, parce que c'est très très compliqué. Alors c'est bien de vouloir faire le dos rond, mais à un moment il faut quand même proposer du jeu, sinon c'est compliqué de gagner ce match. Et puis l'erreur de concentration, pour moi c'est une erreur de concentration de se prendre le deuxième but. C'est-à-dire, une minute après avoir marqué, il faut se remettre dedans. Tu peux aller en prolongation et là se prendre le deuxième but, c'est pas normal du côté de cette équipe de Suède. Du côté des joueuses du match, en plus du côté de l'Espagne, j'ai mis Bonmati. J'en ai pas énormément parlé dans cette compétition, mais Bonmati, ça fait partie des joueuses qui ont été très régulières du côté de l'Espagne et qui ont proposé des très très bonnes choses pendant cette compétition. Et c'est vrai que Aitana Bonmati, je trouve, a fait vraiment un très bon match. Si on compare à Putellas de l'autre côté, qui a été plus en difficulté, c'est vrai que je trouve que Bonmati, c'était vraiment très très bien. Avec Katakol également. Alors, je n'ai pas mis, mais Katakol, la nouvelle gardienne, parce que c'était pas elle qui était titulaire, c'était Misa Rodriguez, et ça marche bien avec Katakol. Elle a fait des arrêts très intéressants. Sur le but suédois, elle est sur le ballon. C'est juste qu'elle n'arrive pas à la dégager suffisamment, mais le plat du pied est parfait. Mais elle a été très bien également, Katakol. Parce que la défense espagnole, toujours le même problème, c'est pas une défense qui se replace rapidement. On a vu notamment Irene Hernandez face à Blackstenius et Rolfö. C'était compliqué, Batillé, Irene Hernandez. C'est des joueuses qui ont pas mal de mal quand même. De l'autre côté, Olga face à Kaneryd. Et pourtant, les joueuses suédoises sont pas forcément les plus rapides. Face aux deux fusées anglaises, ça peut les mettre en difficulté.
En flop, Hermoso. On l'a très peu vu, Hermoso. Alors, elle a mis de l'incertitude en défense suédoise, mais sauf qu'elle ne se rendait pas suffisamment disponible. Et je trouve qu'offensivement, elle n'a pas apporté grand-chose. On attend d'elle aussi qu'elle soit buteuse, Hermoso, sauf qu'elle a raté des occasions. Et surtout, elle n'en a pas eu tant que ça. Paraluelo en a eu beaucoup plus en 30 minutes de jeu. Donc ça, c'est un problème. C'est vrai que je n'ai pas mis Paraluelo également en joueuse top, parce que son entrée a fait beaucoup de bien à cette équipe espagnole. Donc Hermoso en flop. J'aurais pu mettre Putellas également, qui n'a pas été dingue sur ce match-là. Voilà, ça a été un peu compliqué pour elle face à Rating, Kanerind et Engeldal. Du côté de la Suède, en flop, Aslani. Le fait de ne pas avoir beaucoup de possession de balle, c'est aussi parce que Aslani, on ne l'a quasiment jamais trouvé. Alors, dans ce système de jeu-là, Aslani est toujours derrière Blackstenius. J'ai toujours trouvé que c'était le gros problème d'Aslani, c'est qu'elle est toujours très bien prise par les adversaires, parce que les adversaires s'en méfient de Aslani, ce qui fait qu'elle a à chaque fois en fait très peu d'espace. Là, il aurait peut-être fallu la faire jouer un peu plus bas, Aslani. Souvent, elle est très haute sur le terrain, sauf qu'on ne la trouve pas. Ce qui fait qu'il manque une joueuse au milieu de terrain, au centre, dans l'axe, et c'était Aslani, et je pense qu'il aurait peut-être fallu la faire jouer un peu plus bas dans le système de jeu suédois. J'aurais pu mettre également Rubenson, qui a eu quelques situations où, quand je parlais de filles qui couraient un peu avec le ballon sans trop réfléchir, Rubenson, ça a été un petit peu le cas. Et puis en top, j'ai mis Kanerind. Ouais, j'ai trouvé que autant sur les autres matchs on la voyait pas, autant là sur ce match-là on l'a énormément vue, et je trouve que voilà, elle a été très 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 intéressante dans cette rencontre offensivement. Donc c'était vraiment bien. On aurait pu parler parmi les remplaçantes également de Hurtig, que j'ai pas suffisamment vu je pense dans cette compétition. Hurtig qui a été très intéressante également dès qu'elle a fait des entrées, ou Blomqvist également du côté de cette équipe de Suède, donc il jouera encore la médaille de bronze. C'est fou hein, quand on regarde un peu les résultats de cette équipe de Suède ces dernières années. C'est une équipe qui est toujours présente, mais par contre dès qu'elles peuvent jouer une finale, donc dès qu'elles sont en demi, on a l'impression qu'elles perdent leurs moyens, parce que là le début du match est vraiment pas bon du côté de la Suède. Elles n'arrivent pas à utiliser leur expérience pour aller conquérir ce type de résultat. On a l'impression qu'elles ont un blocage avec les demi-finales, parce que souvent elles se ratent en demi. Là, c'est vrai que je pense pour moi que la Suède avait les qualités pour battre cette équipe d'Espagne, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, finale pour la 3e place, donc il sera samedi. Et dimanche pour la grande finale, donc avec l'Espagne, soit face à l'Angleterre, soit face à l'Australie. Ça sera demain. On fera le débrief également juste après le match. On essayera. Je rappelle aussi qu'il y aura les championnats du monde d'athlétisme. On va essayer de débriefer les championnats du monde d'athlétisme sur la chaîne. Parce qu'on n'a pas, je devais faire. J'avais eu l'idée en début d'année de faire les ligues de diamants, et puis j'ai pas eu le temps parce que les ligues de diamants, si vous ne prenez pas Aclé TV, il faut savoir qu'il faut avoir Aclé TV, cette chaîne que je n'arrive pas à prononcer parce que j'ai un problème de prononciation avec les TL. Donc il faut les récupérer avec la BBC, et c'est un enfer à récupérer. Donc voilà, l'athlétisme en France, c'est quand même con de ne pas pouvoir le regarder suffisamment bien. Donc on parlera quand même de ces championnats du monde d'athlétisme parce qu'on a 1 an des Jeux Olympiques et que c'est une discipline importante. Voilà, on verra un petit peu les têtes d'affiche. Puis vous savez que j'aime bien l'athlétisme. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve ce soir, le Tour du Limousin, le débrief de la première étape. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Méga Production.